Bonjour à tous, on est devant le Sénat, je m'appelle Alexandre Ouizil, j'ai 35 ans. Il y a quelques mois, j'ai été élu sénateur et l'idée, c'est aujourd'hui de vous faire découvrir ce lieu incroyable, cet endroit incroyable qu'est le Sénat, vous dire quelles en sont les fonctions, vous dire aussi, vous montrer un petit peu les trésors qu'on a à l'intérieur de la maison. On démarre cette visite ensemble dans le jardin du Luxembourg. C'est un jardin qui appartient au Sénat. C'est un jardin qui fait plus de 27 hectares, donc c'est un grand jardin, un grand parc dans lequel vous avez beaucoup de richesses ornementales. Vous avez près d'une centaine de statues et de monuments dans tout le jardin. Donc c'est vraiment un espace très riche. Et l'idée, c'est qu'on aille ensemble voir à l'intérieur du Sénat les différentes salles, les différents lieux, le petit Luxembourg, le grand Luxembourg, l'escalier d'honneur, ce qu'on appelle la salle des conférences et bien sûr l'hémicycle. Voilà ce que je vous propose aujourd'hui. À dans quelques instants dans le Sénat. Donc là, on est sur le perron central. Le perron central, c'est le milieu, le centre du palais du Luxembourg, le centre du palais des Médicis tel qu'ils l'ont voulu. Ce palais qui ressemble au palais Lyti à Florence. Florence, la ville natale des Médicis, et ils avaient emporté un peu de leur pays avec eux parce que l'architecture reprend un petit peu cette logique-là. Alors ce Sénat, il a évidemment une longue vie et pendant très longtemps, sous l'Ancien Régime, c'était une résidence privée. C'est une résidence privée des grandes familles et d'ailleurs le dernier occupant du Sénat, c'est tout simplement le comte de Provence qui est devenu ensuite le futur Louis XVIII. Mais à partir de la Révolution, tout change. Le palais du Luxembourg devient un bien national. En 1793, il devient même une prison. Vous avez plus d'1 millier de personnes. Vous vous rendez compte, dans ces lieux-là, tels qu'on les voit aujourd'hui, on a du mal à le croire. Vous avez plus d'1 millier de personnes, de révolutionnaires, qui sont emprisonnés. Et puis des gens assez célèbres. Vous avez Robespierre, vous avez Desmoulins qui sont passés dans le palais. Et puis à partir de 1795, ça y est, pour la première fois, le Sénat prend son rôle de Sénat, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que pour la première fois, il est le siège, le lieu de résidence de la deuxième chambre. Et puis évidemment, cette histoire, elle va continuer jusqu'à aujourd'hui avec quelques éclipses. Sous la Seconde République, il n'y a plus qu'une chambre. En 1946, il y a failli y avoir une deuxième éclipse puisque le premier projet de loi constitutionnelle qui est soumis aux Français, il n'y a plus de Sénat. Il le repousse. Et donc, le deuxième projet de loi réintègre un Sénat de la République. Et donc, l'histoire du Sénat reprend. Mais le Sénat a eu chaud, il aurait pu disparaître en 1946 si le premier projet de loi avait été voté par les Français. On est dans l'escalier d'honneur, ça y est, on est dans le Sénat. Et c'est par ici qu'on grimpe vers la salle des conférences et vers, évidemment, l'hémicycle. Petite anecdote sur cet escalier d'honneur, parce que j'en profite que je suis ici. Vous voyez ces pierres-là, elles viennent de l'Oise, elles viennent des carrières de Saint-Maximin. C'est juste à côté de chez moi à Villers-Saint-Paul. Et petite fierté locale d'avoir toutes les pierres ici qui sont construites à partir de roches qui viennent de l'Oise. Mais on y va tout de suite, on monte pour aller en salle des conférences, puis dans l'hémicycle. Donc là, on est en haut de l'escalier d'honneur et c'est un endroit qui est intéressant parce que on a une belle vue sur ce qu'on appelle ici le Petit Luxembourg. Le Petit Luxembourg, c'est quoi? C'est la résidence de Gérard Larcher, qui est le président du Sénat. Président du Sénat, pour que vous le sachiez, deuxième personnage de l'État. Si Macron décède, s'il est empêché, s'il démissionne, c'est le président du Sénat qui devient provisoirement le chef de l'État en attendant de prochaines élections. L'hôtel particulier fut construit au milieu du XVIe siècle et plusieurs hôtes prestigieux s'y sont succédés. François de Luxembourg achète cet hôtel en 1570 et lègue son nom aux 2 palais contigus. La régente Marie de Médicis en fait l'acquisition en 1612. Son protégé, le cardinal de Richelieu, y habitera également pendant quelques années. En 1795, le Petit Luxembourg devient le siège du Directoire. Il endosse alors son véritable rôle politique. Bonaparte y séjourne après le coup d'État du 18 Brumaire. Puis c'est le Sénat conservateur qui y siégera, de 1800 à 1804, avant de s'installer au Grand Luxembourg voisin. C'est en 1825 que l'État fait l'acquisition du Petit Luxembourg pour en faire la résidence du président de la Chambre des Pairs. Il est resté depuis la résidence du président de la Haute Assemblée. Donc ici, on est dans un endroit particulier qui s'appelle le Salon des Messagers d'État. On est dans ce salon, moi c'est une salle que j'aime bien parce qu'elle illustre 2 manières de gouverner, 2 manières d'exercer le pouvoir. Vous avez 2 tableaux qui le montrent très bien. Vous avez un tableau ici, qui est une représentation de Louis XIV. Il est debout, il a
l'épée au côté, il a la plume à la main, et vous avez dans l'ombre ses conseillers. Bref, vous avez quelqu'un qui règne, et qui règne pour de vrai. Et de l'autre, vous avez Louis XIII. Alors là, c'est l'inverse. Il est avachi, il est dans le fauteuil, et celui qui est dans la lumière, eh ben, c'est le cardinal de Richelieu. Et donc vous avez une certaine idée du pouvoir, et où est le pouvoir? Est-ce que le pouvoir est chez le roi, ou est-ce qu'il est chez les grands intendants du royaume? Ça dépend des périodes, ça dépend des moments. Et je trouve que ça dit aussi quelque chose du pouvoir actuellement. Est-ce que parfois il est chez les conseillers, ou est-ce qu'il est vraiment chez les politiques? C'est une question qui se pose à chaque nouveau gouvernement. C'est la question de l'emprise de la technocratie sur le pouvoir politique. Bref, c'est une question qui est vieille comme la politique. Là, on est dans une salle qui a une vocation très importante pour nous. C'est la salle des conférences. C'est une salle magnifique, très chargée, vous allez voir aussi. C'est une salle dans laquelle il y a beaucoup de vie lorsqu'on siège, puisque c'est la salle où on se retrouve avec les journalistes, c'est la salle où on se retrouve entre nous, avec nos collaborateurs, pour échanger entre deux pauses au moment de la séance publique où on décide et où on vote la loi. Donc c'est une salle qui a une histoire particulière, puisque c'est une salle qui elle s'appelle salle des conférences. Pourquoi? Elle s'appelle salle des conférences puisqu'en 1919, juste après la guerre, il y a eu un grand dîner ici, un grand banquet qui a été organisé au nom du président américain Wilson, qui avait été l'un des artisans de la paix. Et donc les conférenciers de la paix autour de Wilson étaient réunis. Et donc c'est devenu la salle des conférences. Dans cette salle, il y a plusieurs objets un petit peu incroyables. D'abord, il y a le trône de l'empereur qui est juste là. Et puis, il y a surtout la Constitution de la Ve République qui est juste ici. C'est l'exemplaire original de la Constitution. Ça me permet juste de vous faire un point rapidement sur la place du Sénat dans la Constitution. Le Sénat, avec l'Assemblée nationale, article 24 de notre Constitution, c'est le Parlement. Le Parlement, il vote la loi. Le Parlement, il contrôle l'action du gouvernement. C'est ça le rôle que la Constitution lui donne. Et le Sénat, il a un rôle un tout petit peu différent de celui de l'Assemblée nationale, c'est qu'il aussi, il représente les collectivités territoriales. Il a cette fonction de représenter vos maires, vos adjoints, vos conseillers départementaux, vos conseillers régionaux. Ça, c'est prévu dans la Constitution. La différence entre les deux chambres du Parlement, donc entre l'Assemblée et le Sénat, c'est qu'à l'Assemblée, comme c'est un suffrage universel direct, élu par les citoyens directement, les citoyens et les citoyennes directement, eh bien, il y a un droit de dernier mot quand les deux chambres n'arrivent pas à se mettre d'accord. Ah, vous voyez la cloche qui sonne là? C'est lorsque la séance s'achève ou lorsqu'elle commence, il y a la cloche qui sonne pour indiquer aux membres du Sénat, à ceux qui travaillent ici, que la séance publique est arrêtée ou bien qu'elle reprend. Donc maintenant, on arrive dans la galerie des bustes. Donc vous avez des bustes qui jalonnent l'ensemble de la galerie. Ce sont des personnages célèbres de la Troisième République. Et qu'est-ce qu'il y a comme spécificité dans ces républiques antérieures? C'est que vous n'avez que des hommes. Il n'y a pas un buste de femme dans la galerie des bustes, puisque c'était du temps où les femmes étaient privées du droit de vote et elles ne participaient pas, en fait, à la vie publique, en tout cas pas officiellement, même si de nombreuses femmes ont eu un rôle très, très important. Autre chose que je vais vous raconter à propos de cette galerie, c'est qu'elle mène à l'hémicycle et elle mène à la plateforme. La plateforme, c'est l'endroit où le président du Sénat anime la police des séances et c'est là qu'il rentre pour aller présider dans l'hémicycle. Et quand il sort de cette salle, ce petit salon qui est juste là derrière vous et qui va jusqu'à l'hémicycle, il y a sur le côté la garde républicaine. Et qu'est-ce que ça symbolise? Ça symbolise la primauté du pouvoir politique sur l'autorité militaire. C'est le pouvoir politique qui est au centre et c'est l'autorité militaire qui est dans une forme de déférence et de hiérarchie évidemment par rapport au pouvoir politique. Lorsque les choses s'inversent, c'est que les régimes ne vont pas très bien du tout en général. Donc là, on va faire un tour dans l'hémicycle et vous avez de la chance parce qu'on a le droit d'y rentrer qu'avec un sénateur, donc on va y rentrer ensemble. On est dans l'hémicycle, dans l'endroit où tout se passe, un petit peu dans le cœur battant du Sénat, pour dire les choses simplement. Vous voyez cet hémicycle, il a plusieurs particularités. On va s'attarder d'abord sur les questions un petit peu de patrimoine, et puis après je vous raconterai un petit peu comment tout ça fonctionne. D'abord, cet hémicycle, c'est un double hémicycle. Vous avez là, du côté du président, un demi-hémicycle, enfin un hémicycle plus petit, et là vous avez du côté de la séance et des sénateurs aussi un grand hémicycle. Et ça, c'est une vraie différence avec l'Assemblée nationale, parce qu'à l'Assemblée nationale, vous avez un mur, une verticalité très forte. Ici, vous voyez, c'est un peu moins incliné qu'à l'Assemblée nationale.
ça dit quelque chose un petit peu de l'ambiance un peu différente qui règne au Sénat par rapport à l'Assemblée, un petit peu moins bagarreuse, un petit peu plus ronde, qui existe ici. Vous retrouvez évidemment dans l'hémicycle les groupes politiques qui se placent différemment, tel qu'on a pu le voir tout à l'heure. C'est-à-dire que vous appartenez, vous, chaque sénateur, on appartient à un groupe politique auquel on se rattache. En général, on se rattache auprès des gens avec lesquels on a les mêmes communautés d'idées. Et donc ensemble, on défend des amendements, on défend des textes, on défend des positions. Et donc, quand vous avez des orateurs sur un texte, en général, ils montent par ici, vous voyez, et puis ils vont défendre la position de leur groupe politique. À chaque fois, on a un orateur dans un moment qu'on appelle la discussion générale, je reviendrai dessus, qui vient en fait donner notre position collective, quoi. Et donc dans ce groupe, on travaille, on se réunit, on se voit le mardi matin et on discute de ce que sera l'ordre du jour parlementaire et on établit nos positions par rapport à cet ordre du jour. Alors maintenant, je vais vous expliquer comment fonctionne la machinerie parlementaire et comment on vote, etc. Mais avant ça, je vais vous dire pourquoi je me suis assis là. C'est pas ma place. Ma place, elle est un peu plus loin, elle est un peu derrière. Ici, c'est la place de Victor Hugo lorsqu'il était sénateur, lorsqu'il a siégé. Donc c'est évidemment une place qui a une signification particulière. C'est l'homme des Misérables, c'est l'homme de la légende des siècles, c'est l'homme qui a résisté à Napoléon III et à la tyrannie de Napoléon III, qui a dû s'exiler. Donc pour moi, Hugo, c'est énormément de choses et c'est dans mon patrimoine très très haut. Donc je voulais juste m'asseoir là pour vous le dire. Maintenant, venez voir un petit peu comment la machinerie de vote, elle s'opère. Vous avez le drapeau français, bleu, blanc, rouge. Bleu, c'est vote pour. Blanc, c'est abstention. Et rouge, c'est vote contre. Ça, c'est lorsque vous votez avec une petite carte qui est à notre disposition dans les différents tiroirs qui existent. Mais ça, c'est la modalité de vote, disons, la plus solennelle. Sinon, vous pouvez faire un vote à main levée. Et la dernière modalité de vote qui existe au Sénat, c'est un vote assis debout. Donc vous vous asseyez, vous vous levez, et ça veut dire qu'on compte les suffrages de cette manière-là. Lorsque les votes sont serrés, il peut arriver qu'on fasse des assis debout pour être bien sûr que le vote sur l'amendement, et on a bien comptabilisé les choses de manière très claire et très nette. Donc vous voyez sur cet écran, en général, s'affichent tous les amendements sur un texte. Et donc tous les amendements qui sont affichés, ils vont être défendus par les sénateurs qui les ont déposés. S'ils ne sont pas là, ils ne seront pas défendus. Et puis, ces amendements, ils sont examinés dans un ordre précis. D'abord les amendements de suppression, puis les amendements de modification, puis les amendements d'ajout. Pourquoi ? Parce que si un amendement de suppression il est voté, tous les amendements de modification de l'article, derrière, ils tombent. C'est logique vu qu'il est supprimé cet article. Donc il y a tout un ordre et un processus. Ça, c'est important à savoir parce que c'est comme ça qu'on travaille. Et donc on vient là, ici, avec ces petits micros, vous voyez, et puis on défend nos amendements, et puis on peut aussi donner notre position sur un amendement. Position sur un texte, position sur un article, position sur un amendement. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que, comme vous le savez, le Sénat, c'est la deuxième chambre. Donc, il y a ce qu'on appelle la navette entre les deux chambres. Donc, un texte, pour qu'il soit voté, pour qu'il soit adopté, il faut qu'il soit adopté dans les mêmes termes dans les deux chambres. C'est le cas dans 75% des cas. Et lorsqu'il n'est pas adopté dans les mêmes termes dans les deux chambres, c'est l'Assemblée, c'est-à-dire pas nous, qui a un droit de dernier mot parce qu'elle est l'expression du suffrage universel direct. C'est tous les citoyens et les citoyennes qui votent pour leurs députés, alors que pour nous, les sénateurs, ce sont les élus qui votent pour nous, c'est un suffrage indirect. Et donc, il y a cette réalité qui existe pour tous les textes, sauf pour un. Lorsqu'on modifie la Constitution, là, les choses sont différentes. Il n'y a plus de droit de dernier mot à l'Assemblée nationale. Le texte doit être voté dans les mêmes termes exactement à l'Assemblée et au Sénat. Et donc, il y a égalité entre les deux chambres en matière constitutionnelle. Bon, et dernière petite anecdote, je ne sais pas si vraiment j'ai le droit de vous le dire, mais je vous le dis quand même. Regardez bien les sièges. Les sièges, ils sont de tailles différentes. Il y a 3 tailles de sièges différentes. Mais jamais on va vous demander quelle est votre taille de siège. En fait, c'est les huissiers du Sénat qui regardent un peu dans quel état vous êtes et qui vous attribuent la taille 1, la taille 2, la taille 3. Et il y a un sénateur qui m'a raconté une histoire qui est, je trouve, assez rigolote, c'est que lui, il est parti en vacances. Il a un peu forci pendant les vacances, c'est pas arrivé. Il est revenu, les huissiers ont eu et ils ont changé la taille de son siège. Donc ouais, vous avez tous ces fauteuils, mais ils sont pas tous de la même taille. Bon, maintenant je dois y aller. On a fini ce premier petit tour du Sénat. On a vu quand même les grandes salles. On a vu les grands espaces qui structurent la vie ici. Il y a plein de petits recoins qu'on pourrait encore regarder, mais peut-être qu'on peut se réserver ça sur une seconde vidéo si ça vous a intéressé. Dites-le moi en commentaire et on fera ça. D'ici là, likez, partagez, abonnez-vous et puis on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.